Bonjour à tous, bonjour. Merci encore une nouvelle fois de venir et de participer au second webinaire de la société Rivega. Donc, pour ceux qui avaient déjà vu le premier programme, qui est aussi disponible aujourd'hui sur YouTube en replay, on avait parlé des enjeux de la construction en 2020. On avait aussi présenté la société Rivega et les services qu'on pouvait apporter pour ces enjeux de la nouvelle construction. On avait un petit peu expliqué pourquoi aujourd'hui on doit construire d'une nouvelle manière. Aujourd'hui, le thème sera un petit peu plus détaillé puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet sur la gamme de nos produits pour comprendre un petit peu comment on répond, les différences et les gammes et pourquoi on fait tout cela. Donc, on va faire un vrai focus aujourd'hui sur les écrans, on va dire les membranes en tant que telles. Donc, on verra déjà quelle typologie de membranes existe sur le marché et les produits de chez Rivega et comment on va les appliquer et y répondre. Ensuite, on va véritablement voir la différence entre une membrane, ce qu'on appelle la HPV, c'est-à-dire hautement perméable à la vapeur. On va comprendre aussi et expliquer ce que c'est. Et ensuite, à la fin, on va montrer un des services qui est avec le service de la formation que j'avais discuté lors du précédent webinaire. Et pour moi, un des services chez Rivega qui est fondamental, au-delà de la formation de la pose avec notre confrère Practi, c'est le service Hygrotherme Europe qui permet d'accompagner les revendeurs, les artisans, les poseurs et même les bureaux d'études à, on va dire, un rapport précis des produits à mettre selon le complexe. Alors, pour reprendre un petit peu le fil avec le sommaire, ce que je ferai, vous avez un petit module à droite qui permet de répondre aux questions. Je répondrai aux questions à la fin du webinaire pour que ça soit un petit peu plus fluide, mais je peux prendre et vous pouvez écrire les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore la société Rivega, je fais un résumé condensé de ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Donc, effectivement, une société créée en 1998 qui est italienne du côté de Enia, donc pas très très loin de la frontière autrichienne dans les Dolomites italiennes, créée par deux fondateurs, Werner Ritzi et Werner Gamper. Je vous ai mis surtout les deux grandes dates qui sont après la création de l'usine productrice donc qui s'appelle Sinver, donc notre usine qui produit tout ce qui est membrane, adhésif, on l'avait vu la semaine dernière, et un petit peu comprendre aujourd'hui la grandeur du groupe. Alors, on avait parlé d'enveloppe et j'avais expliqué aussi la différence entre une enveloppe passive et une enveloppe active. Pour ceux qui étaient déjà présents, vous vous rappelez peut-être de l'image de la cafetière. Là, on va vraiment se concentrer sur ce qu'est l'enveloppe du bâtiment. Donc, pour créer cette enveloppe au maximum passive qui va retenir la chaleur ou la fraîcheur, on peut la caractériser par ce dessin que vous voyez ici, où vous voyez une maison qui est isolée. Donc, l'idée, c'est comme j'avais pris avec mon thermos, je vais devoir isoler au maximum toute cette maison qui, on le voit en milieu, est faite d'isolant. Donc, cette enveloppe du bâtiment, ça va être de créer une genre de coquille autour de l'isolant de notre maison. Donc, on va avoir une première couche, donc on appelle l'enveloppe du bâtiment, qui va être une couche d'étanchéité au vent, c'est-à-dire comme je reprends l'exemple de mon blouson qu'on verra tout à l'heure, c'est protéger essentiellement coupe-vent, protéger l'isolant du vent, de l'eau et de la gestion de la vapeur. Ensuite, il y a une seconde couche qui est la couche d'étanchéité à l'air. Donc, vent à l'extérieur et l'air à l'intérieur. Ça, c'est une notion qu'on a beaucoup entendu parler. J'avais expliqué aussi les normes sur la réglementation thermique. Rappelez-vous, la réglementation thermique a apporté cette notion d'étanchéité à l'air qui était, on va dire, plus méconnue dans le métier du bâtiment, un petit peu connue aussi quand même, pour le coup, sur tout ce qui était maison et construction de saturbois. Donc, nos produits vont réaliser cette coquille de couche d'étanchéité à l'air et au vent. Rappelez-vous, j'aime bien exercer et
présenter des choses avec des exemples, comme ça on se rappelle, et même demain, si vous êtes revendeur, architecte, artisan même auprès de votre particulier, il est intéressant d'utiliser des images. Quand je parle d'écran, pare-pluie ou autre, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler dans le monde du bâtiment ou autre, c'est un petit peu, c'est pas très compréhensible. Donc, pour vraiment mettre des choses et simplifier le discours, l'idée c'est de reprendre mon exemple toujours de blouson. Alors peut-être pour ceux qui connaissent, nous on est dans un milieu montagneux, mais il faut savoir que très souvent quand on part en montagne, on a aujourd'hui de plus en plus des vêtements techniques et il faut se remettre cette enveloppe-là du bâtiment de la même manière qu'un blouson. Et là, on va voir nos fameuses trois couches. Donc, on va voir la première couche qui est souvent des produits qui vont gérer, qui sont assez fins, qui vont gérer la gestion de la vapeur, donc notre transpiration. Donc, on voit le premier petit pull là, qui sont souvent des choses très près du corps. On appelle ça des thermiques aussi. Ensuite, on va voir l'isolant, donc là, la partie la plus épaisse, donc il va apporter la chaleur, par exemple, dans le cas de ces blousons-là. Donc, on connaît tous, par exemple, le polaire, on pourrait le résumer à ça. Donc ça va être notre isolant, la laine de verre, la fibre de bois, coton, polyuréthane, enfin, tout le nombre d'isolants possibles et inimaginables qu'il y a sur le marché. Et puis ensuite, on va voir notre membrane, ce qu'on appelle une membrane HPV. On va le voir dans le détail ce que ça veut dire, HPV. Et donc là, c'est un produit, donc la coquille extérieure de notre enveloppe qui va permettre de protéger de l'eau et gérer la vapeur et surtout être aussi coupe-vent. Donc, tout bêtement, on reprend cet exemple, mon blouson, et je veux réaliser ça sur ma maison. Alors, dans un premier temps, on va parler essentiellement de l'enveloppe extérieure. Donc, l'enveloppe extérieure euh, qui est dans le détail a, lui, le but d'étancher à l'eau, comme on l'a vu avec notre blouson. Le contrôle de la passage de la vapeur d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est gérer la vapeur d'eau pour éviter une condensation dans l'isolant, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez trop d'humidité qui arrive dans votre isolant et que l'isolant, eh ben, euh, soit mouillé. Donc, un isolant mouillé, c'est comme un pull. Vous allez dehors avec un pull mouillé, vous allez voir, l'effet aujourd'hui de l'isolant ne sera pas spécialement très bon. L'étanchéité à l'air, rappelez-vous encore une fois, comme je l'ai expliqué, quand je crée de la fraîcheur ou de la chaleur dans mon bâtiment, il faut un moment que je maximise et que j'évite tout ce qui est ces fuites. C'est-à-dire que ma chaleur créée et ma fraîcheur créée ne s'échappent pas. Et l'étanchéité au vent, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Du côté extérieur, quand j'ai le vent qui frappe ou qui est dans ma ventilation de toit, à un moment, il ne faut pas que ça s'infiltre dans l'isolant au risque de perdre la capacité thermique de mon isolant en été ou en hiver. Alors, pour comprendre la différence entre une membrane, ce qu'on appelle HPV, hautement perméable à la vapeur, et un pare-vapeur et un frein-vapeur, qui sont tout ça, sont des membranes et des produits aujourd'hui qu'on fabrique, il y a une valeur que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la valeur SD. Alors, la valeur SD, comment cela est représenté? C'est une valeur qui est une valeur représentée en mètres. Et donc, c'est caractérisé par une couche d'air et il faut la symboliser comme si vous aviez un couloir d'air avec comme une échelle qui peut aller jusqu'à 1000-1500 mètres et c'est la vitesse que ma vapeur d'eau va aller. C'est-à-dire que si j'ai un produit, une membrane qui fait 1500 mètres, ça va être la vitesse que ma vapeur d'eau va passer dans mon tissu, la vapeur d'eau qui fait 1500 mètres. Donc, vous imaginez, c'est quelque chose, ça va être énormément de temps. C'est-à-dire que quand la vapeur va rencontrer ma membrane ou mon tissu, elle va mettre énormément de temps. Je prends l'exemple peut-être de quelque chose qui est plus connu dans le monde de la construction, on appelle ça le polyane, qui est en fait du polyéthylène. Le polyéthylène, c'est une membrane, c'est quelque chose qui est relativement fermé. Donc là encore, quand ça va rencontrer la vapeur, ça va avoir énormément de difficulté à passer la couche. Reprenez l'exemple aussi de mon kawaii que j'avais fait la semaine dernière. C'est un peu cet exemple-là. La valeur SD va être très très haute. En revanche, l'exemple du Gore-Tex, mon manteau que j'ai montré tout à l'heure, là, j'ai un produit qui va être avec un SD très très faible. C'est-à-dire que dès lors où la vapeur d'eau va être en contact avec le tissu va laisser passer la vapeur d'eau et s'échapper.
Donc, pour résumer, plus j'ai une valeur SD basse, plus j'ai une perspirabilité, transpirabilité, et plus j'ai une valeur SD haute, moins je laisse passer la vapeur. Alors, le côté de mètre, c'est un petit peu des fois complexe à expliquer. C'est pour ça que j'ai mis ce petit logo-là, parce que la première fois, souvent, quand j'explique la valeur SD, on l'explique avec des membranes, avec de la vapeur d'eau. Enfin, c'est pas tangible. Il y a une donnée qui est peu utilisée, qui est beaucoup moins utilisée sur le marché, qui est la DVA. Et la DVA, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle catégorise de la même manière que le thermique le passage de la vapeur d'eau. La DVA, c'est quoi? La DVA, c'est le nombre de grammes de vapeur d'eau, donc la quantité de vapeur d'eau qui passe dans le tissu, donc dans la membrane, sur 1 mètre carré sur 24 heures. Ça, on le comprend mieux parce que vous allez voir après, quand je vais vous mettre des données, vous allez plus vite vous rendre compte aujourd'hui la différence entre un pare-vapeur et un écran de sous-toiture ou un pare-pluie qu'on appelle des membranes HPV. Vous allez le voir via la valeur SD d'une part, mais surtout la valeur DVA, c'est plus parlant. Donc, la couche d'étanchéité au vent, comme je vous l'avais dit, c'est la première des choses qu'on va voir. Donc, la couche d'étanchéité au vent, on parle de quoi en France? On va parler de produits d'écran de sous-toiture et de pare-pluie. Pourquoi? Parce que ces produits-là sont stricto sensus les mêmes produits, c'est juste qu'on les applique de deux manières différentes. Un produit en paroi et un autre produit en toit. Alors, pour comprendre maintenant l'écran de sous-toiture et ce que dit le marché français et le DTU. Alors, il existe évidemment un DTU là-dessus et en premier cas, le DTU a été fait pour un produit qui devait résister à l'infiltration de neige poudreuse. Au tout départ, ça a été ça. Et après, on s'est rendu compte, comme je vous l'avais expliqué, avec la réglementation thermique, qu'il y avait bien d'autres aspects à ce produit. Donc, évidemment, un produit HPV, comme je l'ai expliqué juste avant, la valeur SD doit être très faible. Donc, pour que ça soit catégorisé comme un produit HPV, hautement perméable à la vapeur, donc qui laisse passer beaucoup de vapeur, il doit avoir une valeur SD de 0,1. Ensuite, il y a la résistance en phase chantier, c'est-à-dire que dès lors où je mets l'artisan, la société de construction met l'écran de sous-toiture ou le pare-pluie sur le chantier, il doit résister aux intempéries, aux pluies d'orage ou autres, 7 jours pour le toit et 3 mois. 3 mois, c'est quelque chose c'est une évolution du DTU sur l'ossature bois qui est sorti il y a moins d'un an et donc qui pousse sur le fait qu'on s'est rendu compte que sur les chantiers, des fois, les parois en ossature bois restaient longtemps. Donc, on a augmenté la capacité des membranes à résister en phase chantier, ce qu'on appelle la résistance aux rayons UV. Ensuite, pour que ça soit un produit HPV, l'écran de sous-toiture pare-pluie, il faut qu'il soit évidemment étanche à l'eau, comme mon blouson. Donc là, on a une norme qui s'appelle la norme W1. Et donc cette norme, c'est quoi? C'est on met de l'eau et on calcule par rapport au diamètre 20 cm d'eau et on voit si dans le tissu, la membrane, l'eau passe ou non. Donc ça, c'est l'étanchéité à l'eau et c'est cette fameuse norme de 20 cm. On appelle ça la colonne d'eau. Ensuite, il va y avoir la pose. Pourquoi? Parce qu'à un moment, comment je pose mon produit, je ne vais pas demander les mêmes caractéristiques, et ça, c'est surtout pour le toit de mon écran. Donc, je vais avoir des produits qui vont résister en ce qu'on appelle du support discontinu. Donc, en France, on appelle ça la résistance entre chevrons de 45, 60 ou 90, qui est caractérisée, qui s'appelle R1, R2 et R3. Deux données qui sont importantes, qui ne sont pas du tout mentionnées dans la norme française, c'est le fait que le produit on ne parle jamais de la résistance à la température. Il faut savoir, rappelez-vous, sur le cas de la ventilation en toiture, j'en avais parlé sur le premier webinaire, on a aujourd'hui des toits qui peuvent monter à 70, 80 degrés sous toiture. C'est-à-dire que j'ai mon produit qui résiste aux UV, mais une fois qu'il est posé, il va subir des chocs de température et quelque part, je dois connaître un petit peu les limites de mon produit par rapport à ça. Et surtout, ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui sur le marché français par rapport à d'autres pays européens, ces fameux 7 jours de protection sur le toit sont très faibles. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même tendance à couvrir nos toits rapidement, mais des épisodes comme on a eu avec le confinement aussi ont montré les limites du produit. Vous avez des fois, dans certaines régions de France,
un temps plus, comment dire, un temps un peu plus long de chantier et on voit les limites des produits et je vais l'expliquer pourquoi. Donc, c'est deux notions qui sont moins prises en compte. Alors, pour parler d'écran HPV, rappelez-vous, je vous ai donné deux valeurs, la valeur SD et le DVA. Là, on voit, je prends un produit comme le produit classique de chez Rivega. Donc, c'est une membrane HPV. Ma valeur SD donc, est faible, donc c'est-à-dire que le produit va laisser passer énormément la vapeur, on le voit ici. Et reprenez l'exemple de l'unité que je vous parlais, DVA 500 grammes par mètre carré par 24 heures. Donc, un demi kilo de vapeur d'eau qui passe dans le tissu sur une journée. Je ne l'ai pas mis après, c'est pour ça que je vous fais le parallèle. Aujourd'hui, le pare-vapeur qu'on verra après, le plus utilisé en France, c'est 1,5 g par mètre carré par 24 heures. Est-ce que vous voyez le rapport, comment il est énorme? Donc, on ne peut pas mettre le même produit, ça serait bien, mais malheureusement, on ne pourra pas mettre le même produit en couche d'étanchéité à l'air et en couche d'étanchéité au vent. Alors, il y a une chose très intéressante dans les membranes qui est peut-être méconnue encore, et c'est ce que Rivega, nous, sur le marché, on essaye d'apporter aujourd'hui, c'est de faire comprendre comment fonctionne un écran de sous-toiture. Pourquoi? Parce qu'au tout départ, quand je vous l'avais dit, on a parlé d'infiltration de neige poudreuse. Après, on s'est rendu compte que ça protégeait l'isolant. Et ensuite, on a vu que de bien étancher notre isolant à l'air et au vent, comme j'ai parlé la semaine dernière, ça permettait de maximiser l'effet de mon enveloppe et donc du coup de mon besoin, in fine, de mon besoin énergétique. Aujourd'hui, il faut déjà comprendre comment ces membranes fonctionnent. J'ai pris cet exemple, encore une fois, très imagé, et savoir comment fonctionne une membrane et une voiture. Et c'est exactement la même chose. Peut-être qu'en France, c'est méconnu, c'est pour ça qu'on l'explique de cette manière. Très souvent, on a tendance à penser que la résistance et la qualité d'un produit de ce type, c'est le grammage. Okay. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je vais le poser sur un support discontinu assez large, et donc je pense que le produit est de meilleure qualité. Et ben c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des voitures. C'est pas parce que j'ai une très grosse voiture que ma voiture est peut-être de meilleure qualité. Je peux avoir la petite voiture rouge ici avec un très bon moteur qui consomme moins ou autre, ou un moteur plus efficient. Donc l'idée, c'est pas la taille de la voiture, donc reprenez le parallèle avec le grammage de mes membranes, mais bien un autre critère important qu'on ne voit pas sur l'image, c'est le moteur. Et ça va être la première caractéristique de la voiture, c'est son moteur. Et ben le moteur de la membrane, de l'écran de sous-toiture et du pare-pluie, c'est le film central. Alors peut-être il y en a, ils vont commencer à regarder après les films aujourd'hui de ce qu'ils posent, de ce que nous on propose, et c'est là où vous verrez qu'il y a un monde entre tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez des générations et des technologies de films et donc de moteurs qui sont aujourd'hui vieillissants et des produits à l'inverse qui vont de toute façon se faire de plus en plus connaître sur le marché par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui des produits de l'enveloppe du bâtiment. Ici, on voit chez Rivega, on a aujourd'hui 4 gammes. On a 4 gammes, mais il faut les diviser en deux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur ces fameux films centrales, on a deux grandes technologies. On a la technologie qui est la première technologie qui est arrivée sur les écrans de sous-toiture et par pluie, donc les membranes HPV, c'est le film microporeux. Donc ce film microporeux, c'est quoi? Pour faire passer la vapeur d'eau, en fait, on met de la poudre de plâtre composée avec du polypropylène, qui est une base que vous avez sur l'écran de sous-toiture. On va le mélanger ensemble, on va en faire un film. L'intérêt, ce que vous voyez sur la petite molécule et l'image, c'est que ma vapeur d'eau passe par les micro-trous. En revanche, quand l'eau arrive sur ma membrane, ma molécule d'eau étant plus grosse, ne traverse pas cette molécule, ce qui fait que le produit est imperméable. La problématique de ces produits-là, c'est de mettre deux composants ensemble et surtout cette poussière de plâtre, de gypse, faire qu'à un moment, le produit va se déliter dans le temps. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que 5 ans, 10 ans, vous soulevez des membranes et en fait, vous voyez que le film central, le film à l'intérieur, si vous découpez un échantillon de la membrane, est parti en poussière parce que c'est
le plâtre avec la variation de température qui s'est effritée. L'intérêt de ce produit, pour finir quand même, c'est que c'est un produit qui coûte relativement peu cher. Par contre, on sait les limites, c'est sa résistance dans le temps. Ensuite, il y avait une deuxième technologie, et c'est la technologie aujourd'hui, nous, Rivega, on a peut-être une des gammes les plus larges du marché, c'est la technologie à film central, donc mon moteur monolithique. Là, c'est différent, c'est on va avoir un composant, un produit, et l'échange de la vapeur d'eau la vapeur d'eau ne va pas passer par les micro-trous qu'on a vus auparavant, mais par une réaction chimique. Ça a plusieurs intérêts. Cet intérêt-là, c'est que quand vous avez à un moment un blocage, comme ça peut être le cas en montagne, vous allez avoir du givre qui peut se déposer, de glace qui peut se déposer sur la membrane supérieure. Et la problématique, c'est que la vapeur d'eau qui est concentrée dans mon isolant ne va pas pouvoir s'échapper. Avec le film monolithique, la glace ne va pas rentrer dans les pores du film, ce qui fait on aura toujours un effet de perspirabilité. Donc, déjà, on comprend là tout de suite que le produit a de meilleures résistances dans des conditions extrêmes. Il a une meilleure résistance à la température. Rappelez-vous, et on le verra après sur un tableau comparatif, ce film a du coup des meilleures résistances de durée et dans le temps. Et ensuite, son intérêt, c'est qu'on a de l'élasticité. Et ça, c'est très important lors de la pose. Du coup, chez Rivega, quand on a parlé de ces fameuses deux technologies, on parle, nous, de génération. Pour aujourd'hui, remettre un petit peu le ballon vraiment au centre du terrain et vraiment comprendre les produits et mieux les comparer. La plupart des produits sur le marché aujourd'hui français, hors cas exceptionnel, ont été diffusés et que vous connaissez peut-être, sont des produits de première génération, c'est-à-dire des films micro poreux. Et nous, par le passé déjà, on avait amélioré ce film. Aujourd'hui, le choix de Rivega depuis 2 ans a été de garder toujours ces produits de première génération qui vont apporter bien le fait d'étanchéité, mais derrière, développer une large gamme de produits qui est évidemment cohérente par rapport aux besoins de pose avec une technologie monolithique. Et surtout, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le grammage d'un produit, et c'est comme la taille de ma voiture, n'a rien à voir avec la qualité de ma membrane. Je peux avoir une membrane aujourd'hui, un écran de sous-toiture, un pare-pluie qui fait 150 grammes, qui fait 200 grammes, 250 grammes, 300 grammes. Si derrière mon film, c'est un film de première génération, malheureusement, j'aurai des caractéristiques moins bonnes qu'un film de 150 grammes avec un film central monolithique. Après, on a différents films, évidemment, aussi monolithiques chez Rivega. Donc, on va l'expliquer dans ma génération 2. Déjà, je passe sur un film monolithique. J'ai mes tissus supérieurs qui sont protégés aux UV. Et là, on le voit tout de suite. Alors, c'est peut-être écrit un petit peu en petit. La résistance, je vous en ai parlé, la résistance à la température. Rappelez-vous, 70, 80 degrés de résistance sous toiture. Là, déjà, le produit, in fine, résiste à plus de 100 degrés. La stabilité aux UV. On voit qu'un microporeux, on est souvent à 2-3 mois, rarement plus. C'est-à-dire qu'on rentre déjà juste pile poil dans la norme et de ce que le demande la norme pour le marché français. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, le chantier est un petit peu retardé. Tout de suite, on est déjà aux limites du produit. Là, tout de suite, on a un écran dans génération 2 qui est un produit qui est résistant aux UV 6 mois. Okay, et chez Rivega, on a déjà 3 produits, 3 solutions. Ensuite, on a la génération 3. La génération 3, c'est quoi? C'est toujours le même film de protection, donc ce qui protège le film central, mais on a augmenté l'épaisseur du film. C'est comme si on prenait un moteur et on mettait la même génération de moteur et on augmentait sa puissance. Donc là, on a un produit qui résiste encore mieux à la chaleur. On le voit, sa résistance à la température. J'en ai pas parlé, les petites aiguilles que vous voyez un tout petit peu, c'est la résistance à la colonne d'eau. On a des produits qui résistent jusqu'à 8 mètres. 8 mètres en colonne d'eau, rappelez-vous, la norme, c'est 20 cm. Donc, c'est-à-dire que demain, je
Je mets ces produits-là, j'ai plus besoin même de bâcher, donc c'est important aussi. Si j'ai des pluies d'orage ou autre, ça va me permettre de bien protéger mon chantier lors de sa phase. Et là encore, j'ai une stabilité aux UV accrue, 8 mois, et j'ai encore 3 produits chez Rivega. Et la dernière génération, où là, on a changé, on a toujours le même film central, j'ai toujours le même moteur que la génération précédente. Mais là, je mets un produit de protection qui est en polyester. Je mets plus du polypropylène. Et là, le produit est complètement stable aux UV. J'ai toujours ma résistance à la température. J'ai une stabilité aux UV augmentée. Et pour certains, je pourrais envoyer des photos, mais il faut savoir que c'est des produits que nous, on a mis sur le toit de la société depuis le lancement de ce produit-là en 2011. Et le produit est toujours intact. On fait des tests d'étanchéité, le produit est découvert. C'est comme si on avait laissé pendant 9 ans, depuis 2011, pendant 9 ans, on a laissé le produit découvert. Et il faut savoir que le produit ne perd pas d'étanchéité. Donc on est véritablement sur la Rolls des produits. Il faut savoir que la génération 3 et 4 sont des produits aussi qui sont compatibles sous les panneaux photovoltaïques. Donc, je l'ai bien détaillé, mais comme ça permet de comprendre l'étendue de la gamme et des produits. Et aujourd'hui, de bien comparer qu'est-ce que j'achète. Et je ne peux pas à un moment avoir un produit de première génération qui m'apportera les mêmes caractéristiques qu'un produit de deuxième génération. Alors là, j'ai véritablement fait un focus sur des détails techniques. Évidemment, je prends le cas d'un artisan, on va pas rentrer autant dans les détails quand lui va expliquer quelle typologie de membrane il va mettre quand il va rénover la maison de Madame Dupont. En revanche, un critère peut-être important pour Madame Dupont, c'est la garantie. On avait vu que l'écran de sous-toiture, le pare-pluie, ça va favoriser au maximum ça va permettre la vraie performance de notre isolant qui reste au sec, qu'il ne soit pas mouillé et donc du coup on maximise son efficience. Pour ça, évidemment, il faut que le produit dure dans le temps. Donc nous, ce qu'on fait avec ces produits-là, c'est-à-dire les produits de génération 2, 3 et 4, on apporte une garantie de 10 ans. Et cette garantie, elle est complète. On l'apporte à l'artisan, au poseur, à la société de construction. Et l'intérêt, c'est dès lors où il met ses produits de deuxième génération, donc les produits à film monolithique de la gamme Rivega, si demain la membrane n'a pas fait son effet, fuite d'eau, problématique thermique de condensation liée au produit et le produit est incriminé, en fait, quelque part, on fait le travail de la décennale. On a une assurance aujourd'hui, nous, qui va permettre de remplacer le matériel, mais tout ce qui est les charges autour du remplacement de ce matériel, souvent qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros. En plus, par rapport à ça, selon les gammes de produits, on apporte un bonus de garantie sur le remplacement du matériel. Donc, deuxième génération plus 5 ans, donc vous avez une garantie qui passe à 15 ans sur un écran de sous-toiture ou un pare-pluie, c'est important de le dire aujourd'hui. Le 10 plus 10 pour la génération 2 et le 10 plus 15 pour la génération 3. Tout ce que je vous ai expliqué ici dans le détail, chez Rivega, on a créé un petit document qui est ici et je mettrai le lien sur le replay YouTube du webinaire. Je mettrai le lien pour télécharger ce petit fichier qui explique exactement, j'ai des membranes, mais qui explique exactement dans le détail les tableaux que je vous ai montrés et bien présentés. Donc ça, c'est un outil très, très intéressant pour les revendeurs, les bureaux d'études, les architectes pour à un moment expliquer de positionner ces produits. Et vous l'avez vu parce que avant que je vous explique tout ça, on n'aurait pas compris la différence entre un Protector Gold, qui est le produit de génération 4, avec un DO 135, qui est un produit de génération 1. Ici, je voulais vous montrer pour finir quelques photos de chantier réalisés et surtout des photos. Donc là, par exemple, un produit de génération 2, l'USB éléphant, a le critère très très important par rapport à l'application de la garantie, évidemment aussi, et la protection du toit et de l'isolant, c'est de ne jamais oublier, j'en avais parlé il y a 2 semaines, l'adhésif et tout ce qui est point singulier, les contre-lithos, les bandes de contre-lithos, donc on a des taquets ou autres. Et c'est très très
important de ne pas oublier cela, ce qui permet aujourd'hui de maximiser l'efficience du produit. Risque d'infiltration d'eau lors de, par exemple, d'orage ou autre. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré des photos où à chaque fois, des photos chantiers qu'on a réalisées, où on voit bien à chaque fois que tous les points singuliers sont traités. Ici, on est sur un produit de deuxième génération, la Protector Head, donc avec un film, le film central qui est plus épais et donc plus résistant dans le temps, donc toujours en monolithique. Et pour finir, le haut de gamme qui est un produit en polyester, où là, on est sur une garantie de 25 ans. On voit toujours que le produit est bien scellé. Alors, la couche d'étanchéité, maintenant, à l'air. Donc, on a vu comment gérer avec les produits Rivega sur le toit, sur la paroi, si on est dans le cas où on est évidemment, on est en façade, comment gérer ma couche d'étanchéité au vent. Maintenant, on va voir comment gérer ma couche d'étanchéité à l'air. La première question, frein vapeur, par vapeur, comment je choisis? La norme, valeur 18, valeur 90, tout ça maintenant commence un petit peu à se clarifier sur le marché français, puisque là encore, il y a eu des évolutions législatives sur le par vapeur. Auparavant, on demandait une valeur SD minimum de 18 mètres dans le cas de façade ventilée et de 90 mètres en façade fermée. On s'est surtout rendu compte que très souvent, on mettait des produits, dont rappelez-vous la valeur SD, donc des produits avec valeur SD haute qui laissent peu passer la vapeur, là où il n'y avait pas du tout d'intérêt. Et on va le comprendre, je vais l'expliquer tout de suite pourquoi. Il faut se faire des questions. Il faut toujours partir de là et se faire des questions. Mon produit idéal, en fait, j'ai pas de produit idoine pour aujourd'hui les freins et les pare-vapeurs. Je vais l'expliquer pourquoi. Il y en aurait peut-être un ou deux, mais on va voir qu'il a certaines limites. Les questions qu'il faut se poser, c'est déjà où je pose l'écran frein ou pare-vapeur. Sur le toit, quand je fais du sarking, c'est-à-dire comme on le voit ici sur la photo, je vais poser mon isolant par le dessus, ce qui se fait énormément, par exemple sur l'est de la France, en Alsace, il se fait énormément de sarking, sur tout ce qui est région alpine aussi. Et donc, c'est l'intérêt de ça, c'est qu'on réduit sur le toit énormément les déperditions thermiques liées au fait au chevron et à la discontinuité de l'isolant. Ou je le mets au mur. J'isole mon mur et ma cloison, et donc du coup, je vais peut-être pas avoir besoin déjà du même produit. Donc, où je le pose. Où je le pose aussi, l'endroit géographique en France. Si je le pose à Saint-Lary-Soulan, ou si je le pose à Chamonix, ou je le pose à Nice, à Paris ou à Brest, à mon avis, les données météorologiques, c'est-à-dire les données de température, on va le voir après que ça a son importance, ne sont certainement pas les mêmes. Derrière, c'est quel isolant j'ai derrière. Quel isolant, comme on l'a vu sur mon enveloppe, j'ai un isolant polyuréthane, ce qu'on appelle les isolants synthétiques, un EPS, un polystyrène extrudé, un XPS. J'ai une laine de mouton, j'ai une fibre de bois, donc tous les produits biosourcés. J'ai une laine de verre, une laine de roche. Tout ça, ces produits ne respirent, on va appeler ça comme ça, n'ont pas la même perspirabilité, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer de la même manière la vapeur. Donc, moi, je dois adapter mon produit en considération. Et pour finir, c'est évidemment le type de construction. Je vais peut-être pas mettre les mêmes produits et du coup les mêmes isolants dès lors où je suis en béton banché, parce que déjà j'ai un support, comme on le voit à droite, j'ai un support qui est très fermé, ou une maison en briques, ou même une maison en ossature bois. Toutes ces questions font qu'à un moment, les produits idoines, ils n'existent pas spécialement. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que la gamme aujourd'hui de membranes, freins et pare-vapeur chez Rivega, elle est ample parce qu'aujourd'hui, on doit répondre à toutes ces questions. Ce que je vous ai fait ici, c'est un petit spectre qui permet d'expliquer les produits avec leur valeur SD, donc l'ouverture et le passage ou non à la vapeur, et le grammage du produit. On va voir pourquoi on augmente le grammage d'un frein et d'un pare-vapeur. Pour commencer, les produits aujourd'hui les plus utilisés dans des régions alpines où on fait du sarking, et surtout on fait du sarking avec des produits très perspirants, c'est-à-dire qui laissent passer beaucoup la vapeur d'eau, on utilise des produits avec des valeurs SD un peu plus basses. Okay, donc l'idée, c'est
ces produits de valeur SD2. Et là, on le voit, on a un 150 grammes et un 230 grammes. Donc, c'est les premiers, si vous voyez ici ma souris, c'est les premiers freins vapeur que vous avez de la gamme. Pourquoi ils sont aussi lourds que ça? C'est parce qu'on va marcher dessus. Tout simplement, si on marche sur le frein vapeur, quand on va poser l'isolant, il ne faut pas qu'il se déchire. Il faut qu'il résiste aussi au voligeage, s'il y a des clous ou autre. D'où le fait qu'on a ce produit-là. Et surtout, ces produits-là, ils ont été testés, c'est important de le dire, ils ont été testés pour être étanches. C'est-à-dire que demain, j'ai mon voligeage comme je voyais, mon frein vapeur va réaliser aussi une étanchéité à l'eau provisoire, le temps que je pose mon isolant et ensuite mon écran de sous-toiture. C'est des produits qui sont énormément utilisés ici sur l'arc alpin, essentiellement beaucoup en Italie avec de la fibre de bois. Ensuite, je vais avoir des produits un petit peu plus faibles en valeur, en grammage, pardon. Et là, c'est des produits vers 100 grammes, c'est des produits que je vais utiliser en intérieur. Pourquoi? Parce que quand je vais être en rampant, par exemple en France, ça va être beaucoup plus compliqué de poser un produit qui est très très épais. Donc c'est pour ça que j'ai des produits qui sont à 100 grammes. L'exemple du produit le plus vendu sur le marché français, c'est une SD de 20 mètres par la culture qu'on avait du DTU qui demandait minimum 18 mètres. Ensuite, on a des produits, je vais aller un petit peu plus dans l'extrême, je vais avoir des produits en 20 mètres pour l'intérieur, puis je vais avoir des produits aussi en 20 mètres pour l'extérieur. C'est la membrane bleu marine qu'on voit tout au-dessus pour tout ce qui est toujours la pose. Donc, j'ai une pose intérieure, j'ai une pose extérieure, j'ai la même valeur SD. Et puis ensuite, j'ai des produits, vous avez vu, jusqu'à 1500 mètres en valeur SD. Donc, autant vous dire, là, ça ne laisse pas passer la vapeur. Et ces produits-là, ils vont avoir des applications bien spécifiques. C'est quand j'ai un isolant qui ne laisse pas passer, ou une paroi ou une type de construction qui ne laisse pas passer la vapeur. Et donc, du coup, là, il ne faut surtout pas que la vapeur passe au risque qu'elle soit emprisonnée dans la paroi et donc on a des risques de condensation. Pour finir sur cette présentation rapide de la gamme chez Rivega, vous verrez qu'il y a deux membranes qui sont entourées. Ces deux membranes qui sont entourées, c'est quoi? C'est des membranes qu'on appelle hygrosensibles, hygrovariables selon les termes. Et ce produit-là, c'est que le tissu va s'ouvrir et se fermer, c'est-à-dire son passage à la vapeur va s'ouvrir en fonction de la pression de l'air et de la température. C'est-à-dire qu'il a une ouverture de SD de 0,2, donc quasiment comme un HPV, à 20 mètres, comme mon produit qu'on vend le plus en France. Ce produit-là, il est intéressant dans certains cas, essentiellement en rénovation, quand on n'arrive pas à caractériser mon complexe. Et donc, on va minimiser les risques puisque le produit va avoir une action de séchage, donc c'est-à-dire de remettre de l'humidité dans l'air d'une manière plus importante. C'est pas une réponse à tout, parce que je vois qu'aujourd'hui en France, c'est l'idée, c'est-à-dire que comme on ne savait pas répondre à toutes ces questions que je vous ai parlé, le lieu, l'endroit, la pièce ou autre, à un moment on a mis que la solution était les gros variables. Ça peut l'être pour certains cas, pardon. Excusez-moi. Sauf que aujourd'hui, l'hygrovariable, c'est une technologie avec des tissus qui sont différents et ces tissus-là coûtent beaucoup plus cher. Et très souvent en France, on a eu tendance à laisser de côté l'écran de sous-toiture, comme je disais, et ce travail de bien faire l'enveloppe extérieure. Et on mettait des prix exorbitants sur des écrans frein vapeur hygrovariable, des fois là où il n'y a pas spécialement besoin. Pourquoi? Parce qu'on augmente la caractéristique que vous allez voir de la paroi. Je vais y venir vraiment dans le détail sur ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment des produits que nous, on utilise chez Rivega et même ce que nous conseille le bureau d'études d'une manière plus spécifique. Donc, c'est pour ça que je vous les ai entourés parce qu'ils ont un fonctionnement un petit peu différent de tous les autres où on est sur des valeurs SD fixes. Alors, les pare-vapeurs, comme je vous l'ai dit, on en a vu, il y en avait à l'intérieur et il y en avait à l'extérieur. Donc, toujours le produit, le frein ou le pare-vapeur doit toujours se mettre côté chaud. C'est très important. Là, on le voit, c'est de la pose typiquement française. On est en train de rénover une maison, on habite, on isole nos rampants et donc on va gérer la vapeur d'eau avec un pare-vapeur qu'on voit ici, c'est le ESB Micro 100, le produit qu'on voyait en valeur SD. Là, on voit un petit peu des photos de chantier. Donc là, on le voit, on l'applique à l'intérieur. Mais comme je vous l'ai dit, on peut très bien avoir un pare-vapeur ou un frein vapeur à l'extérieur. Donc, toujours le côté chaud, mais du coup, là, on va le poser par l'extérieur en type Sarkin, comme on voit ici avec le 230.
à une photo de pose. Alors ces produits, j'y viens, mais ces produits ici sont de plus en plus utilisés aussi sur de la pose et de la protection en ossature bois, essentiellement en CLT, où on a besoin de protéger les planchers en phase de construction. Et donc c'est des produits qui sont résistants au fait qu'on va marcher dessus, donc très intéressant. Alors, je vous ai montré le spectre et le nombre de produits qui existent chez nous, chez Rivega, en frein et par vapeur. Les deux produits hygrovariables. Vous allez me dire, je n'ai pas encore bien répondu, quel est le produit que je devrais prendre ou conseiller ou autre. Quand j'ai un doute, il faut toujours savoir que nous, derrière, on a les services qui vous accompagnent là-dessus. J'en avais parlé rapidement la semaine dernière. Je vais finir aujourd'hui le webinaire en bien expliquant ce service qui est pour moi fondamental. Qu'est-ce que c'est? Chez Rivega, on a un bureau d'études, on a des ingénieurs qui passent leur journée à faire que ça, c'est-à-dire des calculs d'études de parois. C'est-à-dire que vous avez des clients français, l'exemple, Madame Dupont rénove sa maison avec l'artisan X. L'artisan lui propose de mettre tel ou tel type d'isolant qu'il n'a jamais mis, ou un endroit ou un complexe qu'il ne connaît pas. L'idée va se poser quelle typologie de frein vapeur par vapeur je vais devoir mettre. Avec cette étude-là, on va permettre de comprendre aujourd'hui, on va mettre la paroi dans le logiciel et on va étudier le comportement à la vapeur du complexe, du chantier. C'est surtout très très important. Pourquoi? Parce que ces logiciels, nos collègues au bureau d'études incorporent les données météorologiques. Rappelez-vous, je vous ai dit, Saint-Lary, à mon avis, il fait pas le même temps qu'à Brest, à Paris, à Nice ou à Strasbourg. Donc, on va incorporer les données météorologiques du chantier. Comme ça, on va, d'une manière théorique, permettre de comprendre au mieux notre complexe et quelle typologie de produits de valeur SD on va mettre pour voir si on n'a pas de risque de condensation. Donc, comme je vous dis, c'est pour moi aujourd'hui un outil qui est fondamental. On l'a mis aujourd'hui et on l'a présenté de cette manière pour les prescripteurs, mais pour moi, c'est un outil qui doit servir aussi aux artisans, qui doit servir aux architectes, aux bureaux d'études qui connaissent déjà peut-être le logiciel, le Wi-Fi. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui est reconnu, un logiciel reconnu par les techniciens. Donc, comment on fait pour avoir ce rapport chez Rivega? Donc, on a un formulaire qu'on demande auprès de Rivega où on remplit les données, l'adresse du chantier, la personne qui le demande, les caractéristiques de l'isolant, comment est ma construction. Donc, rappelez-vous un petit peu avec le petit smiley qui réfléchissait, c'est toutes les données, les 4 données qui est rempli dans un petit formulaire. Vous le retournez au bureau d'études. Très souvent, on arrive à faire l'étude sur une semaine et on va avoir un rapport. Et ce rapport va être détaillé, un rapport qui va être consistant sur 5-6 pages et qui va expliquer dans le détail, on va le voir après avec une vidéo, le comportement. Et ensuite, il y a une évaluation de l'ingénieur qui va vous dire, OK, là, ce produit-là, il est bien. Par contre, là, il faudrait peut-être avoir ce type d'isolant ou peut-être ici, il faudrait faire ci ou ça. Donc, c'est une vraie évaluation technique qui est donnée à la fin du rapport. Une chose importante pour les prescripteurs, vous avez aussi les CCTP de tous les produits de chez Rivega qui sont en bout de rapport. Donc, je vais vous mettre une vidéo du calcul. Donc, ce que j'ai fait, on a enregistré ce que voyaient nos ingénieurs quand ils faisaient ce fameux calcul pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, ici, vous voyez, là, vous allez voir, normalement, je pense que la vidéo va se lancer. C'est une paroi qui a été calculée. Donc là, en bas, ce que vous voyez en bas, c'est toutes les couches des matériaux qui ont été insérés. Donc l'OSB, la plaque de plâtre, le frein vapeur, la fibre de bois, comment dire, le bardage ou autre. Et qu'est-ce que fait ma collègue? En insérant, vous voyez, le lieu climat Galargues-le-Montieu. Donc là, c'était dans le sud de la France, pas très loin de Nîmes ou de Montpellier, si ma mémoire est bonne. Et donc, qu'est-ce que va calculer? Elle va faire une simulation et le logiciel va calculer pendant 10 ans, en ayant les données météorologiques du chantier, le comportement de mon complexe à la vapeur et voir s'il n'y a pas de l'humidité qui monte au-dessus de 100% par rapport à la caractéristique des matériaux. Donc, quand vous voyez le revêtement en bois qu'on a au tout départ à gauche, mon petit spectre vert, vous voyez, il monte en haut. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le bardage d'eau, le bardage pardon, en bois se gorge d'eau.
C'est pour ça qu'à un moment, il monte à 100%. Vous voyez, la petite flèche verte, ça correspond à l'humidité relative. À gauche, vous avez la teneur en eau. Là, c'est pendant la durée, donc c'est-à-dire la capacité qu'ont les matériaux à se charger en humidité. Et au-dessus, le dernier slide, c'est aujourd'hui comment dire, la hauteur, la température et les calories qui sont apportées sur la façade. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très technique. Donc, elle lance cette simulation qui calcule, le logiciel calcule sur 10 ans avec les données météorologiques. Et derrière, elle regarde chaque couche du complexe pour voir s'il n'y a pas une condensation par rapport aux capacités intrinsèques du matériau. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même de relativement technique et de super précis. Donc, ça, on le fait beaucoup pour des complexes en climat de montagne. On le fait aussi pour des toits plats. C'est aussi une vraie recherche parce que le toit plat, selon les complexes, les isolants, on a très souvent des doutes. Moi, je vous conseille de faire et de demander cette étude sur les toits plats. Donc, c'est véritablement un service qu'on apporte et surtout, c'est un service gratuit et c'est important de le souligner. Et moi encore, je le dis, c'est vous accompagner puisque malheureusement, on aimerait, mais le produit idoine ne répond pas à chaque fois sur ça. Donc, on a quelque chose de très, très précis. Donc, je reviens sur le slide. J'ai fini sur ce deuxième webinaire où j'ai bien présenté et je pense rentrer bien dans le détail de ce qu'était une membrane dans un premier temps HPV et ensuite les écrans et freins et par vapeur. Je vais prendre 2 minutes pour répondre à vos questions. Alors, j'ai une première question que je vois. Est-il possible d'avoir des documents techniques rassemblant l'ensemble des produits ainsi que des échantillons des produits? Alors, ça, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est nous envoyer un mail ou une demande de contact sur, prenez le site internet rivega.com et comme ça, on vous l'adresse directement. Ce que l'on fait, ou si je connais pas où vous êtes et sur quel secteur vous êtes, où on a aujourd'hui des personnes qui font Rivega sur chaque secteur et qui peuvent vous emmener ces éléments. Donc évidemment, nos catalogues reprennent, qui sont téléchargeables, reprennent toutes les fiches techniques. Et les échantillons, nos collègues sur le terrain ont tous ces produits-là pour pouvoir les remettre. Alors effectivement, j'ai aussi une question sur les toits plats. Les toits plats, il y a un phénomène où nous, c'est 60% aujourd'hui des études qui sont demandées, que je vous ai montré, l'hygrotherme, la plupart du temps, c'est pour du toit plat ou des nouveaux complexes. Donc, c'est un vrai conseil, c'est dès lors où vous êtes sur du toit plat, de nous demander et de faire une étude hygrotherme. Alors, pour le tableau, ok, je vois une autre question sur la différence. Alors, la différence entre les écrans de sous toiture, c'était le fameux petit tableau qui explique bien notre gamme. Ce petit fichier-là qui explique bien la différence entre les écrans et pare-pluie, je vais mettre le replay du webinaire sur YouTube et il y aura le lien. Et donc, du coup, ça pourrait être téléchargeable. Voilà. Je pense que j'ai fini avec les questions. Je vous remercie encore de votre participation. Merci d'être aussi nombreux. J'essaierai dans 2 semaines de la même manière de refaire encore une fois un thème très précis. J'attends d'avoir des éléments sur ça, mais le prochain webinaire sera sur tout ce qui est gestion de l'étanchéité. Donc, on parlera essentiellement de gestion de l'étanchéité avec les adhésifs et aussi tout ce qui est étanchéité autour des menuiseries. Merci d'être présent aujourd'hui encore pour le webinaire. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.